Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle semaine de Smart Tech. Alors aujourd'hui, je voudrais mettre un coup de projecteur sur les actions qui se veulent positives pour la société. Et nous commencerons avec Hélène Le Floch, mon invitée, déjà installée en plateau, qui nous parlera des fabriques numériques solidaires et inclusives. Ensuite, Victoire Sicora nous présentera les news vues sur les réseaux sociaux. Et puis au cœur de cette émission, je ferai appel à des spécialistes du tech for good. Alors quand la technologie veut faire le bien, est-ce utopique, est-ce angélique ou dangereusement solutionniste? Pour se forger une opinion, nous étudierons des projets concrets qui ont un impact réel sur la société et la planète. Et enfin, je clôturerai cette édition avec 2 rendez-vous très originaux. Nous partirons à la recherche du gentleman numérique et nous écouterons une nouvelle histoire fabuleuse du biomimétisme. Mais avant toute chose, bonjour Hélène Le Floch. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Smart Tech. Vous êtes Fab Manager au Simplon Lab. Déjà, Simplon, c'est un réseau d'écoles qui est inscrite dans le projet gouvernemental de la grande école du numérique, donc un projet solidaire, un projet inclusif. Sa particularité, c'est aussi qu'il a en son sein un lab, un Fab Lab, donc un atelier de fabrication numérique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà à quoi ça ressemble véritablement un atelier de fabrication? Oui. Alors un Fab Lab, donc c'est laboratoire de fabrication, c'est un atelier partagé où l'on trouve des machines de fabrication numérique. Donc ces machines, j'entends par là, imprimantes 3D, découpeuses laser, fraiseuses numériques, brodeuses numériques, toute une série de machines qui permettent de fabriquer des choses. Donc on prépare un fichier numérique et ensuite c'est la machine qui travaille. Et donc il y a des gens qui viennent, c'est un peu le do-it-yourself, qui viennent fabriquer leurs propres objets. Voilà, et avant tout, les Fab Labs, c'est des communautés. Donc c'est des espaces ouverts où on a ces personnes qui viennent fabriquer des objets. Ça peut être des objets créatifs, ça peut être pour faire du prototypage pour un entrepreneur ou un créateur, mais ça peut être des petites séries éventuellement. Et on a ces communautés qui viennent travailler et apprendre ensemble, puisqu'il y a vraiment cette dynamique aussi de transmission de savoir entre les personnes. Alors je disais inclusif, solidaire, c'est-à-dire que c'est aussi une école qui est entièrement, totalement gratuite. Il n'y a pas de frontière non plus d'âge ou de diplôme nécessaire pour y accéder. Dans le lab, comment ça se passe? On entre comme ça le jour où on a envie de fabriquer quelque chose? Oui, c'est ça. On a des créneaux d'ouverture au public. Et votre entrée, c'est demain? Tous et tous peuvent venir. Oui, notre entrée, c'est mercredi, on reprend les ouvertures au public, alors avec une jauge un peu diminuée. Et on a en plus, nous, on propose au Fab Lab des formations gratuites aussi sur toutes les machines et les logiciels du Fab Lab, parce que forcément, c'est un peu compliqué parfois de pousser la porte d'un lieu comme ça. C'est des machines qui sont impressionnantes. Donc nous, on fait des initiations à tout ça pour que les personnes puissent ensuite être autonomes. Alors c'est aussi un des objectifs de Simplon, c'est d'éduquer au métier du numérique, aux métiers techniques du numérique. Oui. Tout à fait. Donc Simplon, c'est un réseau de fabriques en France et même à l'international. Plutôt qu'école, on dit fabrique. On appelle ça des fabriques, ouais. Qui sont en fait donc des salles de formation au métier du numérique. Donc il y a tout un panel de métiers. Ça va du technicien système réseau, au développeur de sites internet, d'applications. On a des formations aussi dans la data, l'IA, plus ou moins longues, qui correspondent à certains aussi niveaux d'entrée dans les formations. Et on retrouve qui comme profil dans ces tiers-lieux? Dans les tiers-lieux, on retrouve des profils très variés. Ça va des jeunes du quartier qui viennent faire du flocage de t-shirts, aux geeks qui essayent de programmer un petit objet connecté à un robot. Il y a vraiment de tout et on est assez surpris, et agréablement surpris de voir le nombre de personnes qui ont des projets personnels créatifs et qui ont envie de venir. Et alors là, comment ça s'est passé pendant la crise Covid-19, puisque on était plutôt dans un confinement, on ne devait pas se rassembler dans des lieux clos. Du coup, pour les Fab Labs, ça a été un peu compliqué. Oui, ça a été compliqué et c'est encore compliqué. On a dû fermer assez tôt les portes, par responsabilité pour nos publics. Et ça a occasionné, forcément des manques à gagner, des diminutions d'activité pour les lieux. Par contre, c'est vrai qu'en parallèle, on n'a pas complètement fermé parce qu'en fait, les Fab Labs ont été pas mal mis à contribution pour produire du matériel de protection pour les centres de soins, les soignants. Et donc, un peu partout en France, il y a des collectifs comme ça qui se sont organisés. Il y a eu
un peu d'innovation collaborative pour mettre au point des systèmes rapides à produire, et ensuite une organisation en collectif pour pouvoir les produire de façon distribuée et les livrer rapidement dans les hôpitaux, le temps que le matériel et les circuits d'approvisionnement se remettent en... Parce que là, finalement, plus que jamais, on avait besoin de gens qui sachent produire très très vite, en quantité locale, on va dire, des masques notamment, des visières. Et ça a été fait dans vos ateliers? Oui, les Fab Labs ont permis cette agilité-là de dire en quelques jours d'avoir des personnes qui incrémentent sur un modèle et ensuite on trouve un modèle facile, rapide à produire. On est déjà tous, c'est un secteur qui communique beaucoup, on est déjà tous plus ou moins en réseau, donc on a utilisé ces réseaux-là pour s'organiser et effectivement produire très rapidement. Et alors quelle est la philosophie? En quoi ce type de réseau, les Fab Labs, les laboratoires de fabrication numérique permettent de faire progresser la société, à votre sens? Il y a plusieurs raisons, mais déjà, c'est vraiment des lieux, c'est des lieux d'apprentissage. Donc c'est des lieux d'éducation populaire en fait, et c'est pour ça d'ailleurs que en France on a déjà cette culture-là de l'éducation populaire qui existe depuis très longtemps, et les Fab Labs sont un peu aussi un prolongement de ça. C'est des espaces de lien social. Énormément, les gens viennent aussi pour rencontrer d'autres personnes. Il y a des idées qui naissent dans ces Fab Labs. Certains Fab Labs sont très professionnels, vont vraiment réussir. Il y a des innovations qui peuvent sortir des Fab Labs, mais c'est pas forcément ça l'objectif. Et vous, Fab Manager, vous nous expliquez un peu votre métier. Ouais. Il y a une qualification Fab Manager aujourd'hui? Oui, alors je crois que le titre professionnel n'existe pas encore, ça doit être médiateur numérique, mais c'est un métier, c'est fiche de poste, c'est Fab Manager, et donc le métier c'est couteau suisse, c'est gérer le lieu, les machines, l'entretien, l'approvisionnement, mais gérer surtout les communautés, faire en sorte que les personnes se rencontrent, créer des moments, proposer des projets techniques à réaliser ensemble, voilà, et... super, donc animatrice, on va dire, d'un atelier avec une vocation sociale et inclusive. L'objectif, c'est aussi de faire rentrer les filles dans ces métiers du numérique. Tout à fait. Alors, merci beaucoup Hélène Le Floch de Simplon Lab. On va enchaîner avec les news, la sélection de news de Victor Sicora. Bonjour Victoire Sicora, qu'avez-vous repéré aujourd'hui sur les réseaux sociaux? Alors on va commencer avec un cochon. Oui, un cochon, Delphine, et pas n'importe lequel. Ce cochon s'appelle Gertrude et c'est le premier cobaye d'Elon Musk pour son projet Neuralink. Vous vous en doutez, c'est déjà une mascotte sur les réseaux sociaux. Dans la nuit de vendredi à samedi, on a enfin pu avoir des informations sur ce que les équipes d'Elon Musk préparent avec Neuralink. La réponse est simple et elle tiendrait en un tweet. Je reprends les mots d'Elon Musk. Neuralink, c'est comme une Fitbit dans votre crâne, et Fitbit, vous le savez, c'est les montres connectées qu'on utilise principalement dans le cadre de nos activités sportives. Neuralink a donc implanté une puce connectée dans le cerveau de Gertrude et les résultats sont très encourageants. À terme, on devrait pouvoir redonner la parole et la mobilité aux personnes paralysées, mais aussi traiter les maladies neurologiques. En attendant, les internautes sont conquis et beaucoup ont déjà tenu à remercier Elon Musk pour les progrès médicaux que pourrait permettre Neuralink. Victor, vous avez trouvé une vidéo sur LinkedIn. Et oui, danser en bonne compagnie, c'est possible grâce à l'intelligence artificielle. Regardez ce que je vous ai trouvé. Qui n'a pas déjà rêvé d'être 100% synchro avec son partenaire de danse, avec la réalité augmentée et des capteurs positionnés à des endroits stratégiques du corps? Rien de plus simple. Ces avatars sont des modèles 3D qui reproduisent les mouvements exacts du corps humain à partir des informations envoyées par ces capteurs. Pour info, c'est cette technologie qui est utilisée dans les jeux vidéo et qui permet cette justesse dans les mouvements des personnages. C'est Steve Nouri, un spécialiste de la tech, qui a partagé l'info, mais impossible de retrouver le créateur de la vidéo. Si vous avez trouvé, faites-nous signe. On reste sur LinkedIn avec une technologie qui voudrait révolutionner le diagnostic médical. Et oui, imaginez, Delphine, vous prenez une simple inspiration et on peut automatiquement vous envoyer un diagnostic médical précis en une poignée de secondes. Ça a l'air futuriste et pourtant ça pourrait arriver bien plus tôt que prévu avec l'apprentissage automatique. Ça s'appelle le Nanose et c'est un projet développé par des chercheurs israéliens. Autant vous dire que ça fait un buzz incroyable sur LinkedIn. Les acteurs de la santé sont aussi enthousiastes que les geeks. Et pour cause, on pourrait diagnostiquer plus de 17
17 maladies, dont Parkinson, la sclérose en plaques et surtout les cancers. Le taux de réussite est bluffant puisqu'il atteint 86%. Alors comment c'est possible? Imaginez que chaque maladie a une pièce d'identité reliée à une empreinte digitale propre. L'IA se charge de collecter et d'organiser toutes ces données. Ainsi, quand vous expirez, l'air qui sort de votre corps révèle ces informations et permet d'identifier automatiquement la maladie. Dans moins de 3 ans, ce procédé devrait être utilisé massivement. C'est ce qu'on suivra dans Smart Tech en tout cas. Alors maintenant, vous nous emmenez sur Twitter où la guerre Facebook-Apple fait rage. Oui, c'est simple. Quand on tape Apple et Facebook dans sa barre de recherche Twitter, il y a plus de 500 tweets par heure. Les deux géants de la tech, vous le savez, se livrent une guerre sans merci. Tout a commencé avec la contestation de la taxe Apple. C'est cette commission de 30% qu'Apple prélève sur chaque transaction de l'Apple Store et qui rend dingue les développeurs. Après le créateur de Fortnite, Epic Games, c'est au tour de Facebook de se rebeller et pour montrer son mécontentement, Facebook a décidé d'informer ses utilisateurs de cette taxe dans le cadre d'une mise à jour de son application. Regardez, un tweetos nous a fait un screen. Apple prend une commission de 30% sur cet achat. Apple a tout simplement balayé d'un revers de la main la mise à jour et a obligé Facebook à supprimer cette phrase. On est loin de l'armistice entre Apple et Facebook. Merci Victoire Sicora, merci également Hélène Le Floch de Simplon Lab. Nous, on part sur notre débat à propos de Tech for Good. Tech for Good, la technologie pour le bien commun. Alors derrière cette dénomination, on trouve vraiment de plus en plus d'adeptes. Pour autant, quelles startups peuvent réellement se revendiquer du Tech for Good? Et puis, quelles sont derrière les bonnes intentions, les actions? On verra aussi si la technologie est la solution aux grandes problématiques du monde. Nous en parlons tout de suite avec Nicolas Sellier. Vous êtes cofondateur de Ring Capital et Investir et Plus, qui sont des fonds de capital risque à impact. Et puis vous siégez également au conseil d'administration de Tech for Good France, qui est un mouvement qui rassemble entrepreneurs et investisseurs qui mettent l'innovation au service du bien commun et de la planète. Dimitri Carbonel, vous êtes fondateur de Livosphère, qui est une agence de conseil en innovation avec vraiment un regard spécifique sur l'innovation durable. Et Rudy Cambier, vous êtes cofondateur du Liberté Living Lab, qui est un espace à Paris. Lui, il réunit tout l'écosystème en fait autour de l'innovation à impact. On y trouve aussi bien des ONG, des petites associations que des grandes entreprises d'intérêt général ou encore des startups, bien évidemment, des économistes et des chercheurs. Alors, Nicolas Sellier, on va démarrer ensemble. Dans le manifeste de Tech for Good France, moi, j'y ai lu qu'il fallait y apporter une définition très exigeante de ce que c'est le Tech for Good. Alors, quelle est cette définition? Alors, voilà, il y a un débat. Je pense que c'est compliqué. Il faut définir la Tech for Good. On voit, autant il y a 5 ans, personne ne pensait que c'était possible et qu'on ne pouvait pas aligner philanthropie et business. Aujourd'hui, chaque business, chaque investisseur se revendique de l'impact du for good. C'est compliqué d'y voir clair. Autant ça n'existait pas il y a 5 ans. Aujourd'hui, on voit que c'est un peu la porte ouverte à pas mal de tartuffes ou on appelle de social washing ou de communication. On a le greenwashing et le social washing, greenwashing, exactement. Bon, je pense qu'il faut des trames communs. C'est compliqué d'enfermer la Tech for Good dans des critères administratifs, de l'emprisonner. Je pense que le critère de base, c'est penser qu'on peut aligner par la technologie, que business, économie et le service du bien commun peuvent se rejoindre, pas s'opposer, s'aligner, voire se renforcer l'un et l'autre. Alors, qu'est-ce que c'est ce bien commun? Comment on sait ce qui est bien ou pas bien pour la planète, pour la société? Alors, qui décide finalement? Nous, on le définit, c'est l'entrepreneur, d'une certaine façon, qui décide. C'est la façon dont on le définit, c'est l'entrepreneur, par l'innovation, résout un problème environnemental. Ça, je pense qu'ils sont... Alors, on peut se tromper, ou résout un problème social. Ça peut être typiquement un Carnot Computing qui dit ça n'a pas de sens de payer, de dépenser de l'énergie et de l'argent pour refroidir des data centers, alors qu'au même moment, la même banque est en train de dépenser de l'énergie et de l'argent pour chauffer des gens l'hiver. Donc c'est trouver un alignement. C'est aussi, et socialement, c'est typiquement on l'a vu, toutes les startups qui ont innové sur le rapprochement entre les anciennes générations, notamment, on l'a bien vu dans le sujet du Covid, des gens comme Familéo qui permettent des réseaux sociaux entre des anciens en EHPAD et leurs petits-enfants. C'est des gens qui innovent pour résoudre des problèmes sociaux. Dimitri Carbonel, vous êtes un expert en innovation, vous êtes même expert innovation à la BPI. Quand est-ce que vous avez pris ce virage du durable, de l'éco-responsable? À partir de quand il y a eu une prise de conscience?
Alors, la prise de conscience, je dirais, elle date depuis un certain temps. J'avais écrit, peut-être il y a 5-6 ans, déjà un ouvrage sur comment passer d'une société Formule 1 à une société tout-terrain. Mais vraiment, là où j'ai commencé à basculer, c'était l'année dernière. J'ai fait même une pétition concernant PepsiCo qui est passé du carton au plastique, enfin Tropicana. Puis après, j'ai écrit sur la loi économie circulaire. Mais le vrai changement, ça a été à Change Now, où là, je me suis rendu compte que la technologie, en fait, avait un réel impact sur l'environnement, mais aussi des impacts aussi bien positifs, mais aussi négatifs. Et je pense que c'est vraiment essentiel de garder cette vision d'un équilibre entre les deux. Sinon, on a l'impression que soit c'est parfait, soit c'est catastrophique. Et sans cette vision, on ne peut pas prendre de bonnes décisions. Rudy Cambier, alors on parlait de la définition du Tech for Good et on a évoqué la question du business model. Comment on fait pour concilier business model et impact social environnemental ? C'est tout l'enjeu du moment, c'est-à-dire qu'on sort effectivement de 15 à 20 années de responsabilité sociale et environnementale des entreprises. On a cherché à mesurer l'action, l'impact parfois négatif sur le plan social ou environnemental d'un certain nombre d'entreprises en les corrigeant. Sans forcément changer les business models. Sans forcément changer les business models. Et c'est là où intervient peut-être la nuance aujourd'hui de la Tech for Good, c'est-à-dire toute cette génération, et c'est pas une question d'âge, ça peut être effectivement transgénérationnel, à la fois dans les startups, les grandes entreprises ou chez les acteurs publics qui cherchent justement à mettre la question justement de l'impact social et ou environnemental au cœur de leur modèle économique. Et donc là, un certain nombre d'entreprises, depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, ont expérimenté des modèles dont on voit que sur le plan économique, ils sont possibles et ils sont tenables dans la durée. Et quand tout à l'heure Nicolas disait notamment que c'est l'entrepreneur qui justement se saisit d'un sujet et le modélise, soit sur le plan de l'innovation de service ou sur le plan de la modélisation économique, nous on pense aussi au Liberty Living Lab, c'est une dimension aussi d'écosystème. C'est-à-dire que c'est une des raisons pour lesquelles aussi il y a aussi bien des chercheurs, des acteurs publics que des grands groupes, des startups, voire même des designers. C'est qu'ensemble, on va justement se saisir d'une problématique qui va être de bien commun ou d'intérêt général et on va tenter justement l'hybridation et la modélisation un peu innovante de ce type de modèle. Donc sur la partie économique, pour répondre justement plus précisément à votre question, il faut accepter la dimension encore expérimentale, la modélisation, et se dire aussi que acteurs publics, acteurs privés, start-up doivent travailler ensemble aussi avec des investisseurs. Donc on n'a pas un business model type aujourd'hui pour le Tech for Good. Nicolas Sellier, moi quand j'entends Tech for Good, je pense aussi au débat de Smart Tech de vendredi dernier avec Tech et pollution. Est-ce que, et vous aussi vous l'avez évoqué, la technologie c'est aussi quelque chose qui peut être mal utilisé. Est-ce que vous pensez quand même qu'on est dans une surconsommation, un suréquipement et qu'on doit un peu réduire la voilure sur les technologies? Est-ce que c'est compatible avec la mobilisation de Tech for Good? Oui, alors je pense qu'en effet, on peut utiliser de façon plus intelligente les technologies. On dit beaucoup qu'il n'y a pas besoin de sortir des innovations de rupture pour innover. On parle de l'innovation low cost, l'innovation plus frugale. Je pense que l'innovation, ce n'est pas nécessairement une surenchère technologique. Après, bon, sur un sujet, nous, on est, entre guillemets, un peu progressiste dans l'âme. Je ne pense pas que le sujet de la décroissance que vous évoquez soit le plus partagé des innovateurs. On pense qu'il y a une troisième voie, que c'est plutôt que d'être dans la croissance malsaine ou la croissance destructrice de liens de la planète et la décroissance et le retour à la case départ. Il y a une troisième voie qui est celle de l'innovation. L'innovation qui n'est pas juste l'innovation pour l'innovation, comme on le voit un peu souvent dans la tech, des licornes qui courent sans tête sans savoir où elles vont, comme des canards qu'on a mutilés. L'innovation avec un sens qui est celui de la planète et de restaurer les liens sociaux. Et alors vous parlez de la croissance. Est-ce que c'est compatible quand même avec un modèle de croissance économique, le Tech for Good, quand vous conseillez vos clients, Dimitri Carbonel? Alors, la croissance, alors si je reprends par exemple Jean-Marc Jancovici, la croissance verte n'existe pas. Mais après, la question, c'est la croissance du PIB vert n'existe pas. Pourquoi ? Parce que plus on croît en termes de PIB, plus effectivement les émissions de CO2 augmentent. C'est plutôt même l'inverse. Plus il y a d'émissions de CO2, plus ça permet de la croissance de PIB. Après, l'enjeu, c'est pas tant la croissance du PIB, mais c'est la croissance certainement peut-être de plus de bien-être, de plus de services. Et je pense qu'il faut vraiment changer d'indicateur par rapport à ça, parce que sinon on reste coincé dans cette histoire de « Ah non, la décroissance, c'est un mot tabou, il ne faut surtout pas en parler », alors qu'on peut très bien parler peut-être de décroissance de PIB. So what, mais ce n'est pas le problème. Croissance, par exemple, effectivement, de services, de bien-être, il y a, que ce soit sur le plan économique, sociétal, mais aussi gouvernance, ce sont des éléments qui sont essentiels.
Est-ce que vous avez des projets concrets à partager avec nous dans le Tech for Good qui fonctionnent? Je ne sais pas, par exemple, au Liberté Living Lab, est-ce qu'il y a eu déjà des projets qui ont été menés à bien et qui ont fait travailler tout l'écosystème ensemble? Il y a 2 projets phares qu'on conduit actuellement. Le premier, c'est un programme qu'on a initié qui s'appelle Shift Lab et dont l'objectif est justement d'accompagner aussi bien les grandes entreprises, les startups que les acteurs publics sur la modélisation économique des projets technologiques à impact. Donc là, c'est vraiment faire converger performance économique et impact social et environnemental, comme on intègre les critères notamment que Dimitri évoquait précédemment. Et puis le deuxième projet qu'on conduit maintenant depuis plus de 2 ans, c'est qu'on a aussi, en parallèle de nos activités, dans notre lieu d'innovation, créé un accélérateur de start-up tech pour l'intérêt général ou de biens communs, qui se saisissent des problématiques telles que la santé, l'emploi, l'environnement, et qui développent des technologies, des modèles économiques associés, et donc on les accompagne dans la création de leurs projets. Et comment vous mesurez leur efficacité, leur réussite? Quel est le critère de réussite? Il y a un scoring? Il n'y a pas un critère de réussite, il y en a plusieurs. Aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, il faut assumer aussi la dimension expérimentale, mais de plus en plus, Dimitri l'évoquait également, on travaille sur des référentiels, sur ce qu'on appelle également de la mesure d'impact. Et aujourd'hui, la mesure d'impact va se mesurer aussi bien sur le plan de la performance économique que sur l'impact social et environnemental. Ça peut être le nombre d'emplois créés, ça peut être le bien-être au travail, ça peut être aussi à l'extérieur de l'entreprise sur des problématiques comme l'éducation ou l'environnement, l'empreinte qu'on a sur les sujets sur lesquels on travaille. Enfin, je veux dire, c'est un monitoring qui est quand même assez complexe, assez très difficile. complexe. Mais vous, du côté des capitales de fonds d'investissement, vous avez besoin d'avoir des choses assez concrètes. Quand on investit dans les sociétés impact, l'impact est constitutif du business model de la société. Je prends un exemple, on investit dans une société qui s'appelle Castali. C'est un gars qui veut la suppression des bouteilles en plastique. Il trouve que mettre de l'eau en bouteille, lui faire 900 km en moyenne dans du plastique, c'est une aberration. Il a monté des fontaines d'eau avec un kit. Et il dit, dès qu'il vend une fontaine, il sait que ça supprime X bouteilles en plastique. Donc il sait que son chiffre d'affaires est directement corrélé à de la suppression du remplacement de bouteilles en plastique. Vous, chez Ring, par exemple, vous mesurez ça, cette équation? Exactement. Nous, on a un double business plan. Un business plan qui est un business plan financier auquel on attache un business plan d'impact. Donc les critères seront différents. Une boîte comme Simplon qui a pris des gens... Mais il n'y a pas de rémunération sur ce critère impact. Si, dans l'occurrence, toute l'innovation doit être là. C'est aligner les autres. Plus j'ai de la rémunération dans l'impact, plus je peux avoir de la croissance pérenne, plus j'aurai d'impact et vice-versa. Quand Castali vend une fontaine à eau, c'est des milliers de bouteilles en plastique qui disparaissent. Donc l'impact, il est complètement lié au chiffre d'affaires, à l'activité de Castali. Quand un Simplon qui a une activité de formation de gens, au début des gens des quartiers sans emploi, plus quelqu'un sort avec un contrat de freelance ou un CDI de Simplon, plus c'est une formation qui aura eu un impact très fort. Donc c'est essayer justement d'aligner à la fois le cœur du business model, et c'est ça qu'on doit changer, c'est ça la révolution de la Tech for Good, elle est la même que la révolution digitale, c'est ne pas faire de la Tech for Good de l'impact quelque chose d'externe, mais aller changer le cœur même des business models, de la même façon qu'on devait changer avec Internet, on ne devait pas juste faire un site Internet, mais on a le digital, les gens qui ont réussi, c'est qui ont complètement revisité leur modèle à l'aune du digital. La révolution de l'impact, elle est là, et on ne va pas se faire... C'est pas le patron de la com qui est en charge de l'impact, c'est comment chaque start-up ou grand groupe revisite tout leur modèle pour mettre l'impact au cœur. Et je pense que c'est ça le grand rêve et qui devient réalité de la Tech for Good. Une start-up qui démarre autour de ce projet, ça peut être une société classique qui revoit complètement son modèle. Bien sûr. Ça, c'est possible et envisageable. Dimitri Carbonel, vous l'avez expérimenté? Alors, justement, nous, on a un projet autour de ça, autour justement de toute la filière circulaire dans le domaine du textile. Un des gros problèmes qu'il y a dans le domaine du textile, c'est qu'on produit, parfois des endroits sont pas idéaux, notamment comme dire à l'ouest de la Chine. Ensuite, on commence à fabriquer, et ensuite, quand c'est mis, par exemple, dans des relais, c'est récupéré. Une très grosse partie, en fait, part en Afrique, au Ghana, qui s'est enfui en dessous. Si on a la capacité d'utiliser, de prendre les textiles et ensuite de le transformer en petites pièces et ensuite derrière de le transformer en fibres, effectivement, on entame une démarche circulaire. La grosse problématique qu'il y a aujourd'hui, c'est que ça coûte beaucoup en termes de main-d'œuvre pour parvenir à transformer du textile en petites pièces. Aujourd'hui, on utilise notamment des entreprises d'insertion. C'est une très bonne chose. Mais notamment, un des projets sur lesquels je travaille, c'est la capacité à automatiser en partie ce processus-là. Donc, à la fois de pouvoir démanteler, de pouvoir faire le tri pour les couleurs, pour justement voir aussi quelles sont les couleurs, pour éviter effectivement de teindre de nouveau. Puis après, derrière, il y a tout un travail de cette pièce, de le
transformer en fibre et puis après, derrière, en textile. Donc, ça, c'est vraiment l'objectif. Pourquoi ? Parce que ça permet aussi de réduire la dépendance des entreprises à justement des importations extérieures. Ça permet aussi d'avoir une économie locale. Parce qu'il y a un dernier point aussi qui est essentiel, c'est de se dire que certes, effectivement, il y aura peut-être plus d'automatisation, plus de robots, etc., mais ils seront locaux. Et en plus, ça fera grandir beaucoup plus l'économie circulaire au niveau local, plutôt que d'avoir exporté ça ou importé ça, entre guillemets, à l'extérieur. Rudy Cambier, est-ce qu'on a un écosystème français, européen, qui est solide là, autour du Tech for Good ? Oui, qui commence à le devenir, qui commence très concrètement à le devenir sur le plan déjà économique, sur le plan de la vision. Et puis, comme Nicolas l'incarne aussi, en étant au bord de Tech for Good France, avec aussi une filière qui se structure en France. Et la France est très clairement locomotive sur cette problématique. Et là, la période de crise Covid, elle a plutôt encouragé cette économie circulaire et les nouveaux projets Tech for Good ? Elle a montré à quel point justement ces entreprises étaient le futur et l'avenir. C'est-à-dire qu'on les a beaucoup sollicitées. Nous, par exemple, on a accompagné la PHP sur le développement d'une plateforme et d'une infrastructure de suivi temps réel de l'afflux aux urgences des patients Covid. Je sais qu'il y a beaucoup je pense à Protège ton soignant, beaucoup de start-up justement de la Tech for Good qui se sont aussi mobilisées en écosystème pour apporter des réponses concrètes sur le lien avec les patients, sur le lien aussi avec les soignants. Donc il y a des choses très fortes qui se dégagent effectivement. Et qui vont réussir à s'installer sur le long terme ? Parce que finalement, est-ce que ce ne sont pas des modèles un peu fragiles, en fait, qui répondent à des urgences à un moment, à un instant T ? Je pense qu'on a en France cette culture-là. Je reviens sur ce que dit Rudy. Un tissu associatif, plutôt que de singer les licornes, les Américains, on a, nous, même dans l'histoire de la France, le bien commun et la croissance économique remontent à des centaines d'années. On l'a vu avec l'apparition des mutuelles. On a cet ADN-là. Et cet ADN-là, aujourd'hui, je pense qu'il est un peu au centre du jeu. On a la chance... aujourd'hui, c'est quand même, ce que je disais, un tissu associatif, c'est quand même à but non lucratif. Non, il y a de plus en plus, de start-up qui essaient de... Il y a deux choses qui sont essentielles. La première, c'est de se dire qu'on est en train de basculer, on est encore au tout début, d'un mode artisanal à un mode qui va beaucoup plus s'industrialiser. C'est-à-dire que les entreprises vont intégrer ça de plus en plus dans leur modèle économique. Ça prend un peu de temps et ils vont le faire. Et la deuxième chose qui est très intéressante aussi à voir, c'est que notamment les fonds d'investissement, tout ce qui est notamment que ce soit des assurances ou même des fonds, notamment le fonds norvégien, qui vont commencer effectivement à investir de plus en plus sur des critères, notamment ESG, donc économiques, sociaux et gouvernementaux. Et donc, qui vont inciter les entreprises à y aller de manière beaucoup plus forte pour que ça ne soit pas uniquement associatif. Associatif, c'est important, mais pas que. Il faut aussi que ça aille de manière plus globale au centre. Et est-ce qu'on a une politique française, une politique économique française qui encourage le Tech for Good, cette filière de la techno, l'innovation pour le bien ? Il y a une sensibilité. C'est des sujets dont personne parlait il y a quelques années. Là, on a vu même Cédrico, secrétaire d'État, prendre ces sujets. Ce qui est le signe, c'est que quelque chose arrive et qu'on a conscience que ça peut changer la donne. On a besoin d'un plan de relance d'économie solidaire. Je pense qu'il faut faire confiance aux entrepreneurs. On voit les jeunes qui sortent d'école aujourd'hui, ils ont envie de donner du sens à leur travail. Ils viendront travailler chez vous. On l'a vu, si votre entreprise a du sens et fait du bien à la planète. Les gens qui épargnent veulent que leur épargne ait du sens. On voit que les collectes d'épargne solidaire a été multipliée par 2 au cours des 18 derniers mois. On le voit avec l'apparition de nouvelles marques qui produisent du local. Le consommateur, avec son argent, il veut aussi donner son argent à des marques qui font le bien. Donc quand vous avez des investisseurs, des talents et des clients qui disent « les gars, il va falloir arrêter de mettre le bordel partout. Maintenant, les liens sociaux, la planète, c'est le plus important. Si on n'a pas le choix, on est mort. » Ça change nécessairement les choses. Il y a la question de la dimension. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est peut-être encore dans des considérations un peu locales, un peu de type associative. Et il faut passer à l'échelle nationale, européenne. Je vous ai vu secouer la tête quand j'ai parlé d'un plan de relance d'économie solidaire. Rudy Cambier, pourquoi donc ? Oui, parce qu'il faut effectivement y intégrer la vision d'une filière Tech for Good dans le cadre de ce plan de relance. C'est-à-dire que le plan de relance doit aussi passer par des investissements dans le champ de l'économie de demain. Et l'économie de demain, c'est également le social, c'est également l'environnemental, c'est la santé, on l'a vu au cours des derniers mois. Et donc ce plan de relance, effectivement, ça doit être une merveilleuse opportunité pour un certain nombre d'entreprises, de start-up, parce que ce n'est pas que des associations qui peuvent justement passer à l'échelle et impacter plus globalement encore sur l'économie et sur ces problématiques sociales et environnementales. Environnement et social, c'est compatible ? Parce que parfois, on voit qu'il y a quand même des objectifs opposés. Oui, Dimitri Carbonel. Ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, c'est comme
dans tout domaine, parfois, ça peut être opposé. Hein. Ce qu'il faut, c'est dès le départ concevoir pour l'intégrer les deux. Notamment, pour reprendre par rapport au plan de relance, il y a Barbara Pompili qui, très récemment, a dit qu'elle a intégré, enfin, l'a poussé pour intégrer l'éco-conditionnalité des aides. Ça, c'est un facteur important. Il faut aussi qu'elle intègre la partie sociale, sans doute aussi gouvernance, pour que lorsqu'on fournit une aide à une entreprise, eh bien, on sache aussi quels sont les impacts positifs et négatifs qui sont acceptés ou qui sont demandés dans le cas d'un impact positif. Oui, Rudy Cambier. Et juste, je crois beaucoup aussi, on parlait de la notion d'écosystème et ce lien entre start-up, grands groupes, acteurs publics. Je crois beaucoup aussi au rôle dans les prochains mois et les prochaines années des directions des affaires financières ou des directions des achats des grands groupes et des acteurs publics pour soutenir l'émergence. Véritablement cette stratégie. Et en termes de technologie, on a la 5G qui arrive, qui est quand même sous le feu de beaucoup de polémiques. Vous voyez ça comme une techno-solution supplémentaire? C'est attendu dans votre secteur du Tech for Good? Je pense Dimitri Carbonel. Il y a un point qui est gênant avec la 5G. On terminera là-dessus d'ailleurs. Un point qui est extrêmement gênant, c'est qu'il y en a qui vont dire la 5G, effectivement, c'est la révolution. Pour moi, c'est plus une technologie qui peut être complémentaire, qui a complètement du sens pour les entreprises, par exemple pour les véhicules connectés, ou par exemple si... Non, mais ça, c'est pas du Tech for Good, là. Non, mais dans les territoires ruraux, par exemple. La télémédecine. Exactement. Pour faire par exemple de la télémédecine ou un territoire qui n'est pas connecté en fibre, ça a du sens. En revanche, commencer à faire ça dans certains centres pour faire entre guillemets du Netflix à une vitesse beaucoup plus importante ou un débit plus important, là ça n'a pas de sens. Et je pense que ça va jouer beaucoup sur la couverture. Donc pas de technosolutionnisme ici. La technologie n'est pas la solution à tous nos problèmes. Il faut faire attention à la manière dont on l'utilise, bien évidemment. C'est ce que je retiendrai de ce dont on a parlé tout de suite, avec des projets pour un avenir un peu différent. Merci à tous les trois pour ce débat. Et puis je vous invite à partir à la recherche du gentleman numérique. C'est juste après la pause. Nous sommes de retour sur le plateau de Smartech et j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Rebet, président de Le Chiffre, qui est une agence de coaching pour les dirigeants de l'industrie culturelle. Et puis vous êtes également l'auteur d'un ouvrage dont j'ai eu le plaisir de découvrir les bonnes feuilles, propos d'un aspirant gentleman. Bonjour Frédéric. Bonjour Delphine. Alors, en découvrant votre recueil, j'ai eu envie de savoir si l'on pouvait être un gentleman dans le monde numérique. Mais pour cela, vous allez me dire, Frédéric, j'imagine qu'il faut déjà savoir ce que c'est un gentleman. Tout à fait. Alors, le gentleman, d'abord, ce n'est pas une figure du passé. Donc, vous avez raison de le ramener dans un monde numérique parce que c'est une notion intemporelle, universelle. Elle n'est pas exclusivement britannique. Et je dirais qu'elle s'impose encore plus dans un monde numérique. Alors, à quoi on le reconnaît, ce gentleman ? Alors, on pourrait lui donner, je dirais, 5 qualités qui, à mon avis, font la marque du gentleman. La première, c'est essentiellement porter attention aux autres. Et vous verrez que cette qualité d'attention, qui se perd beaucoup, on porte peu attention aujourd'hui, va permettre aux aptitudes de se développer. La seconde, c'est la corollaire de l'attention, c'est l'écoute, savoir écouter. Nous sommes dans un monde bavard, non seulement par la parole, mais par les images. Donc là, par exemple, il ne faut pas que je vous interrompe. C'est pas très gentleman. Quand c'est vous, c'est agréable. Donc, ça me permet de relancer. Non, c'est écouter et échanger. En fait, l'écoute, c'est pas simplement être passif. C'est si on porte attention et qu'on écoute, on peut avoir, comme nous l'avons, un dialogue. Et c'est ça qu'il faut retrouver. Le discernement, c'est la troisième qualité, c'est celle qui relie l'ensemble. Vos qualités d'attention et d'écoute, elles seront gâchées si vous n'avez pas cette qualité de discernement. C'est très important. Il y en a une qui est l'empathie. L'empathie, c'est malheureusement un mot galvaudé qui a perdu un peu de son sens. De même, si vous n'avez pas porté attention préalablement, vous ne pourrez pas avoir une empathie. L'empathie, c'est pas quelque chose qui se déclame. On ne se prévaut pas de sa propre empathie. C'est comme la modestie. Vous connaissez certainement beaucoup de gens modestes et qui tiennent absolument à ce que ça se sache. Et alors la cinquième qualité du gentleman ? C'est la curiosité, c'est l'ouverture d'esprit. Sans curiosité, on ne peut pas s'ouvrir au monde. On ne peut pas comprendre le monde. Être curieux, être un gentleman, c'est s'ouvrir, dépasser sa propre culture et être mu par justement cette curiosité et l'envie
d'aller vers les autres. Avant de vous poser la question de la manière dont ça peut se concrétiser dans le monde numérique, moi je tenais quand même à dire qu'à Bismart, on a un gentleman, je crois. Une belle figure de gentleman, c'est Michel Denisot. Voilà, petit clin d'œil. Mais oui. Alors, donc, comment ça peut se passer dans le monde numérique? Parce qu'effectivement, on est plutôt dans un monde où on n'a pas le temps, où on n'écoute plus, où on est moins attentif. Alors, savez-vous, Delphine, que dans le monde, il y a plus de smartphones que de brosses à dents? Ah ben mince alors. On ne le dit pas assez, d'ailleurs, le téléphone permet de tenir à distance une personne, un interlocuteur qui aurait une haleine à décoller du papier peint. Donc, il va falloir... Là, Frédéric, on n'a plus qu'une minute pour donner un conseil concret à tous ceux qui nous regardent, la manière dont ils peuvent être un gentleman aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, par exemple. Alors, rapidement, on n'a pas le temps de développer, mais pour vous donner une clé, prenez le temps de la réflexion. C'est très important. C'est-à-dire, je ne tweete pas tout de suite, je ne réponds pas tout de suite à un mail. Voilà. Vous avez des outils. Dans votre émission, on parle beaucoup de technologie. Donc, ces outils, il faut s'en servir. Vous avez par exemple les brouillons. Donc, avant de renvoyer quelque chose ou d'écrire, faites un brouillon, vous le laissez reposer. En cuisine, on dit réserver. Vous préparez une sauce, vous réservez. Faites la même chose avec vos emails, faites la même chose avec vos messages. Donc, ça, c'est très important. Ensuite, ce qu'il faut pouvoir développer, c'est savoir à qui on s'adresse. C'est-à-dire que souvent, on fait des répondre à tous, on s'adresse à un large public. Or, vous avez les outils, soit Facebook ou les réseaux sociaux, amis, relations. On ne le fait jamais, mais pensez à le faire. Public, privé, finalement. Faire cette différence entre le domaine. Exactement. Ce qui est d'ailleurs la définition de la civilisation. Milos Kundera, le philosophe, disait « Le privé et le public sont deux mondes différents. Le respect de cette différence est la condition sine qua non pour vivre en homme libre. » On voit bien qu'aujourd'hui, cette distinction a volé en éclats. Donc il faut la retrouver. Ne faites pas, par exemple, On va terminer sur Kundera. Je suis désolée, parce que là, vraiment, je ne suis pas un gentleman de vous interrompre. Mais malheureusement, nous sommes pris par le temps. Merci beaucoup, Frédéric Rebet, pour ce premier aperçu du gentleman. Voilà, on développera avec grand plaisir. Gentleman numérique. Je rappelle que vous êtes auteur d'un texte à propos d'un aspirant gentleman. Et puis maintenant, on va écouter, être attentif à ce que nous dit la nature. Et si l'on copiait la nature pour inventer les technologies de demain? Sidney Rostand, PDG de Bioxégie, m'a rejoint. Il va nous raconter une nouvelle histoire du biomimétisme. Alors cette fois, ce sera à propos des UV. Bonjour Sidney. Bonjour Delphine. Oui, on a eu un été... Les UV, c'est un peu notre meilleur ennemi, là, l'été. C'est ça, on a eu un été en fait très ensoleillé. Qui dit soleil dit UV, qui dit UV dit danger. Petit rappel, pourquoi les UV c'est dangereux? Parce que c'est un rayonnement qui vient briser les liaisons chimiques dans les cellules et qui vient altérer l'ADN. Bon, et l'être humain n'est pas le seul à être en danger, à être menacé par les UV. En réalité, c'est la totalité des organismes vivants qui subissent la même exposition, même les virus, on s'en souvient, les lampes qui radient les virus pour les tuer, c'est la même chose. Bon alors, je suis venu pour parler des stratégies que déploie le vivant, que déploient les organismes vivants pour se protéger des UV, et surtout comment est-ce qu'on peut s'inspirer de ces stratégies en matière de biomimétisme pour créer des nouvelles crèmes solaires, les crèmes solaires du futur. Alors, il y a trois différents types de stratégies que déploie le vivant pour se protéger des UV. Le premier type, c'est ce qu'on appelle les fanères, donc c'est les poils, les plumes et les écailles. Ils sont composés de kératine, donc c'est une protéine très solide qui est capable d'absorber les UV. Tous les animaux, notamment les ours polaires, en ont. D'ailleurs, petite anecdote, quand on cherche à recenser les ours polaires sur la banquise, on ne peut pas les voir par image normale. Un ours polaire sur de la banquise, blanc ça ne se voit pas. Ouais. Donc on utilise une analyse spectrale UV pour ressortir justement, on voit les ours polaires littéralement absorber les UV. Donc ça, c'était pour une petite anecdote. La deuxième stratégie, c'est les pigments dermiques, donc l'homme en a aussi. La première stratégie, nous, c'est de mettre un t-shirt en fait à la plage. Mettre un t-shirt, c'est un peu ça, mais bon, voilà, nos plumes, nos poils, etc. À part les cheveux ne sont pas suffisants, donc qu'est-ce qu'on utilise? On utilise la mélanine. Donc c'est cette protéine qui fait le bronzage et qui est capable d'absorber aussi un bouclier intracellulaire qui vient protéger le noyau, donc l'ADN. Et il y a d'autres stratégies complémentaires. On a par exemple les hippopotames, on a les éléphants qui sont capables de se rouler dans la boue ou dans la terre. Et puis évidemment, la troisième stratégie, c'est tout simplement d'aller chercher l'ombre. Les lions dorment 20 heures à l'ombre par jour pour se protéger des UV. Bon, ça, c'est pas très tech, mais c'est sympathique. C'est pas très tech, mais c'est sympathique. Mais j'en viens du coup à la dernière
la dernière stratégie qui est la plus intéressante, c'est celle des végétaux. Les végétaux, eux, ne peuvent pas aller à l'ombre, ils ne peuvent pas se rouler dans la terre, etc. Donc qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont des cellules qu'on appelle la lignine. C'est une molécule, la lignine, qui est présente dans l'écorce, dans les parties un peu boisées, ou sinon il y a les acides cyanoporadiques, qui sont des acides qui sont en fait à la surface en fait des parties tendres et qui sont aussi capables en fait de protéger des UV. Alors ça, c'est très intéressant puisqu'on peut s'en inspirer pour créer des crèmes solaires. Les crèmes solaires ont beaucoup de défauts, notamment des défauts environnementaux. 1 litre de crème solaire par seconde dans l'eau qui est rejetée quand on se baigne, et ça détruit les coraux. Et donc les laboratoires de Biarritz, c'est la chaire Manta, ils se sont associés à la chaire Manta, qui est une chaire de recherche à l'université de Pau, sont allés s'inspirer donc des algues rouges. Les algues rouges, elles vivent en surface des océans et elles subissent une très grande exposition UV. Donc elles ont des molécules qu'on appelle des microspores, et ces molécules-là, microsporines pardon, et ces molécules-là sont capables d'absorber les UV. C'est un peu notre mélanine, leur mélanine à eux. Et donc ça permet ils l'ont utilisé pour le rentrer dans les crèmes solaires grâce à de la pêche durable. Ils viennent pêcher ces algues-là et ils remplacent en fait les substances chimiques des crèmes solaires par ces molécules en fait issues des algues rouges. Et du coup, ça veut dire que quand je vais me baigner, cette crème solaire qui part dans la mer est beaucoup moins toxique. Elle est moins toxique. Et c'est là où j'en viens à mon deuxième exemple. C'est qu'il y a une équipe de recherche sino-américaine, comme quoi les deux pays arrivent quand même à collaborer de temps en temps, qui sont carrément allés chercher un moyen d'empêcher en fait la crème solaire de se disperser quand on se baigne. Alors qu'est-ce qu'ils utilisent eux pour protéger du UV? C'est la lignine, donc la molécule qui est dans l'écorce des arbres. Mais ils sont allés chercher une deuxième source d'inspiration. Cette deuxième source d'inspiration en fait se trouve au niveau des moules. Les moules, on le sait, s'attachent très bien au récif. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un organe qu'on appelle le byssus de la moule qui est capable en fait de créer une colle, de sécréter une colle qu'on appelle la polydopamine. C'est ce qui lui permet de s'accrocher au récif. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils utilisent cette polydopamine, les chercheurs utilisent cette polydopamine de la moule pour la mettre dans des capsules dans la crème solaire, et ça permet en fait à la crème solaire de rester attachée à la peau quand on se baigne. Mais alors si on veut se laver, prendre sa douche, il va falloir se frotter au gant de crin. Non, ça dure 8 heures, ça dure 8 heures, et je le rappelle, c'est intéressant aussi, le fait d'utiliser la lignine de l'arbre comme substance protectrice des UV, c'est totalement biodégradable, et d'ailleurs, il n'y a pas de perturbateur endocrinien, c'est-à-dire que c'est beaucoup moins nocif aussi pour le corps humain. Et c'est ça, ces deux exemples-là montrent à quel point en Europe ou aux États-Unis ou en Chine, on crée des nouveaux produits, des nouveaux biens de consommation qui sont durables, qui sont plus respectueux de l'environnement et qui utilisent cette ingéniosité des substances du vivant. Oui, c'est un double intérêt du biomimétisme finalement. C'est que et on est beaucoup plus créatif en observant la nature et aussi plus responsable vis-à-vis de cette nature. On est vraiment dans une thématique très planète et conscience environnementale aujourd'hui dans Smartech. Est-ce qu'on retrouve ces technologies aussi sur les vêtements? Parce que je disais, on enfile un t-shirt, mais maintenant on trouve aussi des textiles qui ont des capacités de protection contre les UV. Alors, contre les UV, non. Enfin, pas que je ne sache. Mais ce qui est intéressant, c'est... Il y a des t-shirts qui protègent des UV quand même aujourd'hui. Oui, mais ce n'est pas forcément bio-inspiré. D'accord. Cela dit, il y a des textiles qui sont bio-inspirés, qui sont très intéressants. Je parlais de l'ours polaire, par exemple. Il absorbe les UV pour se protéger des UV, mais il absorbe aussi les UV et certains types de longueur d'onde pour rester au chaud. Ces poils vont, si vous voulez, concentrer en fait les rayons pour rester au chaud. Et ça inspire actuellement des recherches en Chine sur des textiles capables en fait de capter certaines longueurs d'onde pour rester au chaud quand il fait froid. Donc c'est des textiles auto-chauffants grâce au rayonnement solaire. D'accord, on se retrouve comme l'ours polaire sur la banquise. Merci beaucoup Sydney Rostand de Bioxégie pour ce rendez-vous exclusif avec la nature et la science dans Smartech. Alors c'est presque la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. On termine avec le Lab Startup bien sûr et 4 jeunes pousses innovantes. Et puis nous on se retrouve dès demain pour de nouvelles découvertes et discussions sur la tech.